Pendant un demi-siècle, l'armée de terre cuite est restée une merveille silencieuse. Des milliers de guerriers grandeur nature figés en formation, gardant la tombe du premier empereur de Chine. Mais au début de l'année 2025, une découverte choquante a bouleversé tout ce que les archéologues pensaient savoir. Il devient clair pour l'équipe de recherche que ces statues ont été sculptées, puis enterrées comme une armée destinée à protéger l'empereur dans l'au-delà. Ce qu'ils ont découvert n'était pas qu'un simple artefact supplémentaire. Cela suggérait un objectif caché, une raison bien plus sombre derrière la création de cette armée. Il est possible qu'il y ait une autre dimension culturelle à cela. C'est une idée extrêmement importante. Et si ces avertissements sont vrais, alors nous avons mal interprété cette histoire depuis le début. La découverte accidentelle. C'était à la fin du mois de mars 1974. Le soleil frappait durement le plateau de l'Ouest, transformant les terres agricoles autour du village de Xiang en une terre fissurée et friable. À environ 35 km à l'est de Xi'an, les puits s'étaient asséchés et les champs de millet se transformaient en poussière. Il n'y avait pas de plan de secours ici, seulement des agriculteurs, de la terre et l'espoir que la pluie viendrait. Mais lorsqu'elle ne vint pas, Yang Jifa, âgé de 41 ans, rassembla 6 de ses frères et voisins, prit quelques pelles et choisit un terrain juste à l'extérieur de leur maison. Ils ne cherchaient pas à entrer dans l'histoire, ils cherchaient simplement de l'eau. Ils creusèrent 1 mètre, puis 2. Toujours rien, juste de la poussière, de la chaleur et le silence obstiné du sol. Puis, à environ 5 mètres de profondeur, la pelle de Yang heurta quelque chose de dur. Il pensa d'abord à une pierre, jusqu'à ce qu'il enlève la terre et découvre un fragment incurvé d'argile. Cela ressemblait à de la poterie. Ce n'était pas si inhabituel. La région avait connu des siècles de vie et de mort. Mais ensuite vinrent des tuiles, puis une pointe de flèche en bronze, encore recouverte de sa patine verdâtre. Les hommes rirent nerveusement, plaisantant qu'ils avaient dérangé une ancienne tombe. Mais ils continuèrent à creuser, et c'est là que tout changea. Le jeune frère de Yang sortit quelque chose de la terre, quelque chose qui les figea sur place. C'était une tête, grandeur nature, d'un réalisme troublant, sculptée avec une expression sévère et un chignon prêt à se balancer au vent. Ce n'était pas une simple statue de temple, cela ressemblait à une vraie personne figée dans l'argile. En élargissant la fouille, d'autres fragments apparurent. Un torse, une main en pierre tenant encore les restes d'une arme disparue depuis longtemps. Quoi qu'ils aient découvert, c'était immense et totalement différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. La nouvelle atteignit le musée du comté de Lintong dès le lendemain. Le conservateur et archéologue Zhao Kangmin se rendit sur place à vélo pour voir cela de ses propres yeux. Dès qu'il aperçut les fragments, son cœur s'emballa. Les plaques d'armure, la qualité du travail, c'était indéniable. Il s'agissait de guerriers de la dynastie Qin, vieux de plus de 2000 ans. Zhao nettoya ce qu'il put, emballa quelques échantillons et envoya un message urgent à l'équipe archéologique provinciale du Shanxi. C'était risqué. La révolution culturelle faisait encore rage et les reliques anciennes n'étaient pas vraiment encouragées. Mais il savait que cette découverte ne pouvait pas attendre. Au début du mois de mai, le site devint un véritable centre d'activité. Archéologues, soldats et ingénieurs commencèrent à retirer la terre couche après couche. Ce qui avait commencé comme un simple puits sec se transforma en une tranchée de plus de 230 mètres de long et 62 mètres de large, assez vaste pour accueillir un porte-avions moderne. Cette tranchée fut appelée la Fosse 1. À l'intérieur, des rangées de soldats en argile se tenaient tous en formation. Leur armure était détaillée, leurs cheveux soigneusement attachés. Des chevaux de guerre et les restes de chars en bois les entouraient. Les relevés ultérieurs compteront près de 6000 soldats dans cette seule fosse. Les villageois, autrefois préoccupés par leurs récoltes mourantes, regardaient désormais des bulldozers traverser leurs champs. Les conservateurs arrivèrent, enveloppant les membres brisés dans des bandes de gaz comme des médecins sur un champ de bataille. Et à mesure que chaque visage était mis au jour, une chose devint évidente. Aucun n'était identique. Certains paraissaient jeunes, d'autres marqués par l'âge. Chaque guerrier possédait une expression, une coiffure
et même une posture unique. Ce n'étaient pas de simples statues, c'étaient des individus, les vestiges d'une véritable armée. Et bien que la peinture ait en grande partie disparu, des traces de rouge et de noir subsistaient encore sur les armures, prouvant que ces soldats étaient autrefois entièrement colorés avant que la terre ne les prive de leur éclat. La découverte transforma Xi'an du jour au lendemain. Les agriculteurs reçurent un paiement unique d'environ 300 yuan, soit environ 50 $ à l'époque. Yang Jifa lui-même fut plus tard engagé pour signer des souvenirs dans le musée, construit directement au-dessus du site en 1979. Le chemin poussiéreux du village devint une route pavée. Les touristes remplacèrent les charrettes à bœuf et le Conseil d'État chinois reconnut officiellement la zone comme un trésor national. Mais pour les archéologues, ce n'était pas seulement une merveille locale. Cette découverte ouvrait la porte à quelque chose de bien plus vaste, le mausolée perdu du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. À cette époque, cependant, cette histoire plus vaste restait enfouie. En 1974, l'équipe se concentrait surtout sur la préservation de ce qui avait déjà été découvert. Ils travaillaient rapidement pour soutenir les tunnels qui s'effondraient, enregistrer chaque structure de toit en bois et traiter les armes avant que l'exposition à l'air ne les détériore. Et juste au moment où ils pensaient avoir tout vu, d'autres fosses furent découvertes. Des officiers, des archers agenouillés tenant des arbalètes, des chevaux grandeur nature aux muscles saillants et aux naseaux dilatés, tous disposés comme s'ils attendaient un ordre qui ne viendrait jamais. 3 autres fosses furent mises au jour avant la fin de l'année. Chacune révélait un nouveau niveau de précision, de stratégie et d'ampleur que personne n'aurait cru possible pour cette époque. Et à mesure que les archéologues étudiaient chaque figure, une question revenait sans cesse. Quel empereur avait été assez puissant pour construire une armée souterraine de milliers de soldats? Et pourquoi en avait-il besoin dans la mort? Le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, naquit en 259 avant notre ère dans un monde déchiré par la guerre. À cette époque, la Chine n'était pas un pays uni, mais un ensemble chaotique d'États rivaux, chacun luttant pour le pouvoir. À seulement 13 ans, il devint roi de l'un de ces États, le royaume de Qin. C'était une terre dure et disciplinée, connue pour son armée puissante et ses lois strictes. Et sous son règne, Qin devint imparable. Au cours des 2 décennies suivantes, ces armées traversèrent le territoire, écrasant leurs rivaux à l'est, au sud et au nord. Puis, en 221 avant notre ère, tous ces ennemis furent vaincus. Pour la première fois dans l'histoire, toutes les vallées fluviales que nous appelons aujourd'hui la Chine étaient sous le contrôle d'un seul homme. Il se donna alors un nouveau titre, le premier empereur. Mais conquérir le territoire ne lui suffisait pas. Qin Shi Huang ne voulait pas seulement régner, il voulait tout transformer. Il ordonna que tous les habitants de l'Empire utilisent les mêmes pièces de monnaie, les mêmes poids et même les mêmes unités de mesure. Il introduisit des poids en bronze standardisés, fixa une unité de longueur appelée le chi et créa des pièces rondes avec un trou carré en leur centre. Même les essieux des chars furent standardisés afin que tous les véhicules puissent circuler facilement sur les routes de l'Empire. Il remplaça également les nombreux systèmes d'écriture locaux par une écriture unique. Ainsi, les lois et les ordres pouvaient circuler d'un bout à l'autre de l'Empire sans avoir besoin de traduction. Puis vinrent les grands projets de construction. Il ordonna de relier les murs défensifs existants le long de la frontière nord. Ce que nous appelons aujourd'hui la Grande Muraille de Chine commença comme une tentative de repousser les envahisseurs nomades. Un ingénieur nommé Shi Lu creusa le canal Link en 214 avant notre ère, reliant 2 grands systèmes fluviaux et permettant le transport plus rapide des grains et des troupes. Le réseau routier s'étendait sur des milliers de kilomètres, tous mesurés à partir de la capitale Xianyang, avec des bornes portant le sceau de l'empereur. Ces routes ne servaient pas seulement au commerce, elles unifiaient l'économie et permettaient à son armée de frapper rapidement n'importe où. Mais il existait un côté plus sombre. Qin Shi Huang gouvernait d'une main de fer. Il suivait une philosophie politique appelée le légisme, qui exigeait une obéissance absolue à l'État
et punissait sévèrement toute désobéissance. Les récompenses étaient claires, mais les punitions étaient impitoyables. Si une seule personne fraudait les impôts, toute sa famille pouvait être réduite en esclavage. En 213 avant notre ère, il ordonna de brûler les livres qui ne correspondaient pas à l'idéologie de son gouvernement, en particulier les textes historiques. Un an plus tard, selon les archives, plus de 400 érudits qui avaient résisté furent enterrés vivants ou condamnés aux travaux forcés. Il ne voulait pas seulement contrôler l'avenir, il voulait effacer le passé et faire croire que son règne était la seule voie possible. L'opposition grandissait en secret. L'une des tentatives d'assassinat les plus célèbres eut lieu en 227 avant notre ère, dans l'état de Yan. Un homme nommé Jing Ke se fit passer pour un émissaire et tenta de poignarder le futur empereur lors d'une audience. Il échoua, mais cet événement marqua profondément l'empereur. Son obsession pour la sécurité s'intensifia, tout comme sa peur de la mort. Il redoutait la mortalité plus que tout. Les récits anciens affirment qu'il buvait des potions à base de mercure et avalait de la poudre de jade, espérant prolonger sa vie. Il envoya même des expéditions à travers la mer orientale à la recherche d'herbes magiques censées offrir l'immortalité. Son émissaire le plus ambitieux, un magicien de cour nommé Xufu, mena 2 grandes expéditions entre 219 et 210 avant notre ère. 60 navires transportaient 3000 garçons et 3000 filles, tous chargés de revenir avec la légendaire plante d'immortalité. Ils ne revinrent jamais. Lorsqu'il devint évident que la vie éternelle lui échapperait, l'empereur imagina un autre plan. S'il ne pouvait pas vivre éternellement dans ce monde, alors il régnerait pour toujours dans l'autre. Il fit construire un mausolée gigantesque près de l'actuelle ville de Xi'an, une tombe si vaste qu'on disait qu'elle avait la taille d'une ville entière. Et en son cœur, il fit enterrer une armée entière faite d'argile, archers, cavaliers, généraux, chars de guerre et même des palefreniers. Chaque statue était presque grandeur nature et aucune ne se ressemblait. En 2024, des scientifiques utilisèrent la numérisation 3D pour analyser les visages des guerriers et confirmèrent ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Aucun visage n'est identique. Les artisans n'ont pas sculpté des soldats anonymes, ils ont capturé de véritables structures osseuses, des rides et des coiffures uniques. Qin Shi Huang ne voulait pas une armée de statues, il voulait une armée d'âmes. Il mourut en 210 avant notre ère, lors d'une tournée de son empire, poursuivant encore les rumeurs d'un élixir de vie. Son règne ne dura que 11 ans, mais les systèmes qu'il mit en place survécurent pendant des siècles. Une écriture, une monnaie, une loi, un empire. Même le nom Qin viendrait de sa dynastie Qin. Il n'a jamais trouvé le moyen de tromper la mort. Mais d'une certaine manière, il a tout de même obtenu ce qu'il voulait. L'empire qu'il a bâti a changé le cours de l'histoire, et l'armée silencieuse qu'il a laissée derrière lui se tient encore aujourd'hui, gardant des secrets enfouis profondément sous la terre. Voici l'armée de terre cuite. 8000 guerriers enterrés il y a plus de 2000 ans. L'une des plus grandes merveilles du monde, la tombe scellée de l'empereur. Juste à l'extérieur de la ville de Xi'an, enfouie sous une colline herbeuse s'élevant à 76 mètres de hauteur, se trouve l'un des lieux les plus mystérieux de la planète. Depuis plus de 2 millénaires, ce monticule silencieux dissimule ce que l'historien ancien Sima Qian décrivait comme un palais souterrain. Aujourd'hui, des technologies modernes de détection à distance ont confirmé que ce n'était pas une exagération. Sous la surface se trouve une chambre immense s'étendant sur environ 460 mètres du nord au sud et 390 mètres de large. Elle est protégée par d'épaisses parois de terre et des passages inclinés autrefois utilisés par les ouvriers, puis par le cortège funéraire qui transporta le corps de l'empereur à l'intérieur. L'ensemble de la structure reproduit la capitale impériale de Xianyang, mais inversée et enterrée. Une ville éternelle conçue pour survivre à la vraie. Les récits historiques indiquent que plus de 700 000 personnes, prisonniers, artisans et soldats, auraient travaillé pendant près de 40 ans à la construction de ce royaume secret.
Ils ont creusé d'immenses salles, érigé des tours de guet et construit des quartiers entiers dignes d'un souverain qui comptait régner bien au-delà de la mort. Des perles auraient été incrustées dans les plafonds pour briller comme des étoiles, tandis que le sol était sculpté en montagnes et vallées, reproduisant le paysage de l'empire qu'il avait gouverné. Ces tombes étaient des symboles de pouvoir, des symboles de richesse, des symboles de légitimité politique. Mais au lieu d'eau, les canaux auraient été remplis de rivières de mercure liquide, choisies pour symboliser l'immortalité. Selon des textes anciens, des mécanismes auraient même permis de maintenir ces rivières en mouvement. Pendant des siècles, ces récits semblaient trop fantastiques pour être vrais. Mais des analyses récentes ont tout changé. Des échantillons de sol prélevés autour du tombeau ont révélé des niveaux de mercure des centaines de fois supérieurs à la normale, confirmant que ces rivières toxiques pourraient bel et bien exister.